publié à l'origine sur un forum en ligne spécialisé dans le surnaturel. Salutations. Je dois dire d'emblée que je suis nouveau ici, alors soyez patient avec moi, car je ne connais pas toutes les règles, ni l'étiquette, ni rien d'autre. Un ami m'a mis en contact avec ce forum après que je lui ai raconté l'histoire et montré les documents que je m'apprête à partager avec vous. Il pense que certains d'entre vous apprécieront, mais pour être honnête, de mon point de vue, ce site ressemble plus à un havre de paix pour les idiots qu'à un tableau d'images paranormales sérieux. Peu importe, je suis motivé pour partager ce genre de choses et j'ai besoin de le faire de manière anonyme pour des raisons qui deviendront évidentes. Techniquement, j'enfreindrai la loi, mais si je comprends bien le fonctionnement de cet endroit, ce fil de discussion disparaîtra de toute façon dans un jour ou deux. Voici ce qu'il en est. Je suis rédacteur en chef d'une petite maison d'édition indépendante aux États-Unis. Je ne dirai pas laquelle, ni où, alors ne me posez pas la question, car j'aimerais garder mon emploi. Le salaire n'est pas très élevé, mais c'est un travail facile et j'aime les gens avec qui je travaille. La plupart des ouvrages que nous publions sont ce qu'on appelle des coffee table books, le genre de livres que les gens feuillettent lorsqu'ils sont en vacances ou s'ennuient. Le genre de livre que presque personne ne lit d'un bout à l'autre. Des histoires en images de certaines villes ou de certains États qui se vendent bien dans les boutiques de souvenirs de la région. Les livres de cartes ou les biographies occasionnelles. Quelques musées nous confient leur catalogue de galeries, ce genre de choses. Le travail est ennuyeux, mais il est régulier. Nous avons suffisamment de travail et nos livres rapportent suffisamment d'argent pour rester à flot, ce qui est beaucoup plus que ce que la plupart des petites maisons d'édition peuvent dire de nos jours. Comme nous existons depuis un certain temps, notre nom est quelque peu connu des passionnés d'histoire et des personnes qui pensent être des experts sur telle ou telle ville de Nowhere, Idaho, ou un sujet ésotérique dont personne ne se soucie vraiment. Nous recevons beaucoup de manuscrits non sollicités de la part des personnes qui ne devraient pas écrire de livres, et des CD non sollicités remplis de photographies de la part de personnes qui ne devraient pas prendre de photos. Comme nous sommes petits et que nous n'avons pas de poste de rédacteur en chef des acquisitions, la tâche de passer en revue cette pile de choses est répartie entre tous les membres du bureau. Il arrive très rarement que quelqu'un trouve quelque chose qui vaille la peine d'être poursuivi et le présente au reste d'entre nous. Mais c'est notre rédacteur en chef, éditeur, qui a le dernier mot. Au cours des 9 derniers mois, j'ai travaillé plus ou moins sans relâche sur un livre qui enthousiasmait tout le monde au bureau. Notre rédacteur en chef l'a trouvé pendant qu'il s'occupait de la pile. Un vieil homme, que je ne nommerai pas, nous avait contactés à l'improviste et nous avait proposé de publier sa rare collection de photos d'archives, à condition que nous traitions le sujet avec le respect et le sérieux qu'il estimait qu'il méritait. Pour reprendre son expression, et ce qui allait être le titre du livre, les photos étaient toutes des anomalies. En d'autres termes, elles représentent quelque chose qui sort de l'ordinaire ou qui est inexplicable, mais qui est généralement accompagné d'une histoire tout aussi intéressante. La plupart d'entre elles datent de la première moitié du XXe siècle. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le genre de choses que nous publions habituellement, mais les quelques échantillons que le gars nous a envoyés avec sa lettre de présentation étaient assez convaincants, et une fois que nous avons vu les autres, entendu quelques histoires et réalisé qu'aucune de ces images n'était largement connue, nous avons su que nous avions quelque chose qui attirerait l'attention des gens. Ce format devait être simple et élégant, avec beaucoup d'espace blanc et de la place pour respirer. Chaque photo apparaîtrait sous la forme d'une impression de haute qualité sur une page de droite, suivie d'une page de gauche blanche, puis de quelques paragraphes pour légender chaque photo sur la page de droite suivante. Dès le début, c'était un cauchemar de travailler avec ce type, et le travail prenait une éternité parce qu'il refusait d'envoyer plus d'un document à la fois. Il m'envoyait un courrier suivi, je le récupérais, le scannais et le renvoyais en suivi, et ce n'est qu'ensuite qu'il m'envoyait le document suivant. Il était extrêmement paranoïaque à l'idée de perdre sa collection qu'il estimait très précieuse, de sorte qu'il ne prenait le risque d'envoyer qu'un seul document à la fois. En fin de compte, nous avons dépensé tellement d'argent en frais d'envoi qu'il aurait été moins coûteux de m'emmener en avion jusqu'à l'endroit où vivait le vieil homme avec un scanner et un ordinateur portable. Nous en étions à un tiers du processus de production lorsque ce putain de type nous a coupé l'herbe sous le pied. Quelqu'un lui avait offert une grosse somme d'argent pour les photos, bien plus que ce que nous proposions pour les droits du livre,
à condition que le livre soit mis en boîte et que les photos ne soient jamais rendues publiques. Nous avons exigé qu'il vienne nous voir en personne et avons essayé de le raisonner, de satisfaire son orgueil et son désir de reconnaissance académique, et pendant quelques jours cela semblait fonctionner. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il a de nouveau fait volte-face et s'est mis à nous injurier au téléphone, mon rédacteur en chef et moi-même, en exigeant que nous mettions le livre au placard. Il a embauché un avocat qui a inventé des conneries pour annuler son contrat, puis il nous a menacé d'un procès qui nous mettrait en faillite si nous poursuivions le projet et que nous perdions. Pour couronner le tout, le cabinet d'avocats a envoyé cet ennuyeux petit informaticien à notre bureau pour s'assurer que les documents étaient effacés de nos ordinateurs. Étant donné que la grande majorité des documents se trouvaient sur ma machine et que j'avais littéralement consacré des mois de ma vie à ce projet, je me suis senti, et je me sens toujours, le plus violé et le plus amer de toute l'affaire. Quelqu'un devrait bénéficier de tout ce travail. D'où les raisons de ma venue ici. Malheureusement, je n'ai pas les scans haute résolution que j'ai fait des photos, mais j'ai conservé les brouillons de légende originale et 14 vignettes de moyenne résolution que Quark a créées lorsque je mettais en page la version originale du livre. Ne me demandez pas pourquoi nous utilisons toujours Quark, c'est ce que nous connaissons et ce pourquoi nous avons payé il y a longtemps. Je ne suis pas censé le faire, mais il m'arrive d'emporter chez moi les fichiers Quark de travail pour les peaufiner sur ma machine personnelle. La plupart du temps, je me contente d'expérimenter les polices et les options de mise en page, alors je n'incorpore pas les images, sauf à la fin. Quoi qu'il en soit, après tout ce merdier, j'ai découvert que j'avais un fichier de travail sur ma machine personnelle de ce que nous avions fait jusqu'à présent. Alors je l'ai imprimé en PDF, et puis j'ai dépouillé les textes et les images de ce fichier. C'est vous qui en bénéficierez. Pour être clair, je ne prétends rien quant à la véracité et à la provenance de ces photos. Je ne suis pas là pour vous convaincre qu'elles sont réelles. Je les présente simplement parce que je pense qu'elles méritent d'être vues et non pas cachées dans la collection privée d'un riche connard. Photo numéro 1. L'incendie de Collinwood. Il s'agit de la dernière photo connue et prise à l'intérieur de l'école Lakeview de Collinwood dans l'Ohio, avant qu'elle ne soit ravagée par un incendie le 4 mars 1908, tuant 172 élèves, 2 enseignants et un sauveteur. L'incendie s'est déclaré lorsqu'une solive du plafond s'est enflammée à cause d'un tuyau de vapeur situé à proximité. Les flammes ont bloqué les voies d'évacuation, provoquant la panique et une bousculade qui a piégé un grand nombre de victimes dans une cage d'escalier où elles ont été cuites vivantes. D'autres victimes sont à déplorer lorsque des étudiants en feu sautent des fenêtres du 2e et du 3e étage. Toutes les personnes présentes sur cette photo ont péri, à l'exception de M. Olson, assis à l'extrême droite au dernier rang. Les artefacts spectraux de la photo sont restés inexpliqués. Photo numéro 2. La dernière interview de Charlie Noonan. Charlie Noonan était un folkloriste amateur qui a parcouru le sud et le sud-ouest des États-Unis au début du XXe siècle, recueillant des contes et des histoires surnaturelles. Selon sa femme, Ellie, un fermier de l'Oklahoma raconta un jour à Charlie l'histoire d'une femme étrange qui vivait seule dans une propriété isolée du coin. Le fermier affirmait que cette femme n'était pas du tout une femme, mais quelque chose d'autre, qui cachait sa vraie nature sous un foulard et que l'on ne voyait jamais sans un gros chien à ses côtés. Noonan fut apparemment suffisamment intrigué pour tenter de retrouver la femme au cours de l'un de ses voyages de recherche. Il n'a jamais été revu. Ellie Noonan a ensuite été contactée par un prêteur sur gage de Tulsa qui se souvenait avoir lu la disparition de son mari dans les journaux après avoir trouvé son nom gravé sur un appareil photo qui lui avait été vendu par un itinérant. Le prêteur sur gage a rendu l'appareil et Madame Noonan a fait développer la pellicule qu'il contenait dans l'espoir de trouver un indice sur l'endroit où se trouvait son mari. Il s'agit de la seule photo du rouleau. Malheureusement, ni l'emplacement de la propriété, ni le nom du fermier qui lui a raconté l'histoire n'ont été consignés dans les notes de Noonan. Photo numéro 3. La mort de John Ulsted. Cette photographie prophétiquement déchirée représente la garde d'un drapeau de régiment de l'armée de l'Union un mois avant qu'il ne se lance dans la bataille d'Antietam, en septembre 1862. L'homme à l'extrême droite, John Ulsted, a eu le côté droit du visage et le bras droit arrachés par des tirs de canon au début des hostilités.
On ne sait pas exactement quand la photo a été endommagée. Photo numéro 4. L'homme à la hache de la Nouvelle-Orléans. Édouard Martel était un photographe et inventeur français qui voyagea à travers les États-Unis au cours des 2 premières décennies du XXe siècle, essayant de susciter l'intérêt des investisseurs pour un appareil qui ajoutait des fonctions de minuterie et d'exposition automatique à la gamme populaire d'appareils photo pliables Brownie de Kodak. Au cours de ses voyages, il a pris des milliers de photos automatisées pour tester et affiner son invention. Souvent, il se levait tôt, installait un appareil photo caché dans un endroit discret dans les rues de la ville où il se trouvait, puis se rendait à pied dans un café ou un bar voisin afin de capturer des scènes candides de la vie quotidienne qui lui serviraient de souvenir de ses voyages. Les meilleures de ces photos ont été sélectionnées pour la seule et unique exposition de Martel dans une galerie à Paris en 1924. Malheureusement, Martel est mort sans le sou et inconnu en 1955, et c'est à sa fille Jeanne qu'il revint de trier les boîtes et les boîtes de photos qu'il avait laissées derrière lui pour voir ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait jeter. C'est ainsi qu'elle est tombée sur cette photo, prise à la Nouvelle-Orléans le matin du 28 octobre 1919, quelques heures avant que Martel ne s'embarque sur un bateau à vapeur pour rentrer en France. Il s'avère que Martel détestait les flous de bouger dans ses photographies car il pensait qu'il donnait une mauvaise image de la vitesse et de la précision du mécanisme de son objectif. Ce préjugé l'a conduit à mettre de côté cette photo et à négliger ce qui est probablement la photo la plus importante qu'il ait jamais prise. Qu'est-ce qui rend cette photo si spéciale ? La nuit précédant la prise, le célèbre tueur en série, toujours non identifié, connu sous le nom de l'homme à la hache de la Nouvelle-Orléans, a commis son dernier meurtre, tuant Mike Pepitone dans sa chambre à coucher avant de s'enfuir au moment où la femme de Pepitone découvrait le corps. Serait-ce son retour dans sa résidence ? Impossible à dire, mais si c'est le cas, l'image semble démentir la légende, basée sur les témoignages douteux de Pauline et Marie Bruno et sur les préjugés dominants de l'époque, selon laquelle seul un homme noir était capable d'une telle sauvagerie. Photo numéro 5. Les cryptides des grandes cavernes. Cette photo a été prise en 1895 par un spéléologue et photographe amateur nommé Orrin Jeffries, alors qu'il explorait une section non cartographiée des grandes cavernes dans le sud-ouest de la Virginie. À l'époque, Jeffries menait des expériences photographiques en utilisant des poses très longues pour voir s'il était possible de capturer quoi que ce soit en l'absence totale de lumière, autrement dit dans l'obscurité des cavernes. Il se plaçait sur un sol plat, éteignait sa lanterne, puis ouvrait l'objectif de son appareil photo de fabrication artisanale aussi longtemps qu'il pouvait supporter l'obscurité. Au cours de l'une de ces expériences, il entendit quelque chose s'approcher des profondeurs de la grotte. Effrayé, Jeffries abandonna son expérience et déclencha l'un des flash Blitzlicht qu'il utilisait pour prendre des photos traditionnelles sous terre. Selon le rapport qu'il a donné plus tard à un journal local, Jeffries a vu 3 créatures humanoïdes qui le regardaient dans l'ombre et il s'est mis à courir dans l'autre direction sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit à terre. Quelques jours plus tard, il est revenu avec d'autres hommes pour pouvoir récupérer sa caméra. Voici l'image qui a été enregistrée sur la pellicule à l'intérieur. Photo numéro 6. Les jumeaux Harlow. 1938. Evergreen Park, Illinois, près de Chicago. Billy et Stevie Harlow étaient assis sur le siège avant avec leur mère Tammy lorsque leur berline Ford est entrée en collision frontale avec une Chrysler. Au cours de la collision, les voitures ont pivoté de manière à percuter 2 autres véhicules. Tammy Harlow a survécu, mais les garçons ont été éjectés par le pare-brise et tués sur le coup. Un photographe de la scène de crime du journal local a pris cette photo, alors qu'une équipe de bénévoles s'efforçait de libérer John Downing, le conducteur de la Chrysler. Il semble que les petits Billy et Stevie soient restés dans les parages pour regarder. Photo numéro 7. La tragédie des Sorensen. Les Sorensen sont une famille danoise qui a immigré aux États-Unis entre 1905 et 1906. Ils sont arrivés avec leur aîné, Anders, que l'on voit sur l'âne, et se sont installés dans une ferme du Missouri. 3 autres enfants, Simone, Fricke et Mathilde, respectivement au centre à droite et dans le chariot,
ont suivi peu après. Cette photo, prise en 1916, montre les 4 enfants quelques semaines avant la tragédie. Les 3 aînés jouaient apparemment au fort dans la grange à foin et ont dû s'endormir. Leur père, Niklas, a enfoncé un engin agricole en bois dans le tas de foin et les a démembrés tous les 3 à des endroits précisément suggérés par le défaut de la photo. Mathilde, la plus jeune, était à l'intérieur de la maison avec sa mère à ce moment-là et n'a pas été blessée. Selon le fils d'un voisin interrogé plus tard par l'auteur, l'âne est mort, plus tard, de façon tout aussi hideuse, en se prenant la tête dans un fil de fer barbelé et en se décapitant presque lui-même dans la frénésie de se libérer. Ce dernier détail n'a pas pu être corroboré. Photo numéro 8. Le spectre de Viola Peters. Viola Peters était une vieille fille bien née qui vivait seule dans une ville rurale de Meckesville, en Géorgie. Elle était très appréciée dans sa communauté pour ses contributions charitables à l'église baptiste, à la soupe populaire et à l'orphelinat local, en particulier pendant la Dépression, lorsque ces institutions subsistaient presque entièrement grâce à ses largesses. En juillet 1935, Viola est brutalement violée et assassinée par un vagabond nommé Tom Cullen qui avait brièvement travaillé à la raffinerie de cuivre voisine. Cullen est resté dans la maison de Viola et a sauvagement massacré son cadavre pendant 17 jours supplémentaires avant d'être attrapé et capturé. Une troupe d'habitants enragés prend d'assaut la prison du comté, emmène Cullen et le lynche sur le vieux pont qui enjambe la rivière Tocoa. Cette photo a été prise par Garrett Killian, un témoin du lynchage, et a fait sensation lorsqu'elle a été publiée quelques jours plus tard dans The Atlanta Constitution. Pour la plupart des gens, elle suggère que l'esprit de Viola a atteint un certain degré de paix en assistant à l'exécution de son meurtrier, mais certains esprits tordus ont vu dans sa mine déconfite un désir ardent de voir une dernière fois son seul et unique amant. Photo numéro 9. Le fantôme de Sarah Eustace. Le Denver State Hospital, anciennement Denver State Lunatic Asylum, était un hôpital psychiatrique de style Kirkbride, construit en 1874 sur ce qui était alors un site isolé dans la campagne du Massachusetts. Comme tous les asiles de Kirkbridge, il était célèbre pour son architecture gothique et son recours à des techniques médicales aujourd'hui dépassées pour traiter l'aliénation mentale. Denver est souvent cité comme lieu de naissance de la lobotomie préfrontale. Denver a plusieurs autres titres de gloire. Elle a inspiré le sanatorium d'Arkham, fictif qui apparaît dans plusieurs histoires de H.P. Lovecraft, et qui à son tour a inspiré l'asile d'Arkham dans l'univers fictif de Batman. C'est également là qu'a été tourné le film d'horreur culte Session 9. Ce film a mis en valeur le vaste réseau de tunnels sous Denver. Ce n'est pas un hasard si les réalisateurs ont choisi d'utiliser les tunnels, car des rumeurs de hantises ont couru sur Denver pendant plus de 100 ans. L'histoire la plus célèbre concerne Sarah Eustace, une patiente qui s'est échappée de son service en 1955 et s'est glissée dans le système de tunnels. Malgré de nombreuses recherches et une semaine de fermeture de l'asile, Sarah n'a jamais été revue. On a supposé qu'elle était morte là-dessous, perdue, assoiffée et seule. Une infirmière de Denver, Gal Malloy, devint obsédée par l'histoire de Sarah et passa beaucoup de ses heures de repos à chercher sa dépouille dans les tunnels. Bien qu'elle n'ait jamais trouvé le corps, elle a pris cette photo à la fin de l'année 1966 qui suggère que Sarah Eustace se promène encore aujourd'hui dans les tunnels de Denver. Photo numéro 10. Portrait de la famille Stevenson. Qui a dit que les fantômes n'avaient pas le sens de l'humour ? Les Stevenson étaient une famille aisée de Boston, fière de l'industrie et de la longévité qui caractérisait la plupart des membres du clan. Ce portrait, pris en 1945, a été réalisé dans le but de réunir les Stevenson les plus âgés et l'un des plus jeunes. Emilia, au centre, âgée de 102 ans, a reçu l'honneur d'être la matriarche, tandis que la petite Ophélia, âgée de 18 mois, était l'enfant symbolique. Ce que les Stevenson n'ont pas réalisé avant que cette photo ne soit développée, c'est qu'ils avaient été rejoints ce jour-là par l'un de leurs défunts. James Pullman Stevenson, 1835-1932. Assis à gauche entre sa nièce Ginny et son cousin Alfred, il a facilement été identifié par plusieurs personnes présentes qui se souviennent avec tendresse d'un oncle coquin connu pour ses farces et ses blagues salaces.
Photo numéro 11. Les disparitions de Madame Yurno. Pendant les dernières années de sa vie, Joséphine Yurno se promenait tous les soirs à la tombée de la nuit dans son quartier bien-aimé de Norwich, dans le Connecticut. Le 12 novembre 1935, elle est partie comme d'habitude et n'est jamais revenue. Des recherches approfondies ont été menées par une grande équipe de bénévoles et par la police de Norwich, mais aucune trace d'elle n'a jamais été retrouvée. 3 ans plus tard, Madame Yurno est retrouvée accroupie devant la maison d'un voisin, sans aucune marque sur le corps et en parfaite santé. Lorsqu'on lui a demandé où elle avait été, Madame Yurno n'a pas compris la question. Pour elle, aucun temps ne s'est écoulé. Contre l'avis de ses voisins et de son médecin, elle a refusé tout traitement médical et a repris sa vie comme si de rien n'était, y compris ses promenades nocturnes. Un autre voisin a pris cette photo d'elle à l'automne 1938. Les nuages de fumée provenant des piles de feuilles brûlées donnent à ce cliché un caractère étrange. Le même jour, en novembre 1940, 5 ans après la première disparition, Madame Yurno s'est à nouveau volatilisée. Cette fois, on ne l'a plus jamais revue. Photo numéro 12. Le destin de Sally York. Le battage en 1912 de la petite Sally York, âgée de 9 ans, dans le métier à tisser de coton de l'usine textile de Norfolk est l'un des quelques accidents de ce type qui ont aidé les législateurs à faire passer le Keating Owning Act de 1916, la première loi sur le travail des enfants de l'histoire des États-Unis. Depuis l'accident, jusqu'à la fermeture de l'usine 40 ans plus tard, les travailleurs se sont constamment plaints de points froids, de bruits étranges et de coups soudains sur l'épaule alors que personne n'était à proximité. Les contremaîtres de l'usine n'ont jamais prêté attention à ces plaintes, jusqu'à ce que cette photographie fasse surface en 1932. Elle a été prise par un photographe itinérant nommé Benny Johnson, qui l'a rapidement vendue à la Norfolk Gazette pour la somme sans précédent de $10. Le moulin avait fermé pour les vacances de Noël et était vide à ce moment-là. La photo fut plus tard accusée d'être à l'origine de la fermeture du moulin, bien que la Grande Dépression en soit la cause la plus probable. Photo numéro 13. Les yeux de Lily Palmer. Lily Palmer n'avait pas encore 4 ans lorsqu'elle a été victime de ce que ses médecins appelleront plus tard un début aigu d'hallucination sensorielle. Cette photo, prise par Annette, la mère de Lily, le soir d'Halloween 1952, illustre prétendument l'apparition de ce trouble. Lily et sa nounou Philippine s'apprêtaient à aller chercher des bonbons lorsque l'enfant s'est soudain mise à hurler et à s'arracher les yeux. Il a fallu un certain temps avant qu'elle ne soit suffisamment calme pour parler, mais lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle avait vu, Lily a parlé à plusieurs reprises de choses qui rampaient dans ses yeux. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se trouvait sans surveillance dans sa chambre, Lily s'est crevé les 2 yeux avec l'une des aiguilles à tricoter de sa mère. Après avoir reçu un traitement médical, elle a été évaluée et internée et est restée en institution jusqu'à la fin de sa vie. D'abord à Bellevue, dans l'East Side de Manhattan, puis au Rankland Psychiatric Center à Orangeburg, où elle est restée jusqu'à ce qu'elle meure d'une crise cardiaque en mars 2001. Un appel à l'un de ses anciens soignants à Rockland a confirmé que les épisodes de Lily étaient les plus traumatisants le soir d'Halloween et aux alentours, mais que pendant la majeure partie de sa vie, on pouvait l'entendre supplier et implorer le personnel de l'aider à enlever ces choses de ses yeux. Photo numéro 14. Il s'agit de l'une des nombreuses photographies célèbres de la première détonation nucléaire de l'histoire. Réalisée par l'armée américaine le 16 juillet 1945 sur le terrain d'essai de White Sand, situé dans le désert de Jordana del Muerto, à environ 35 miles au sud-ouest de Socorro au Nouveau-Mexique, la mise à feu de cet engin au plutonium à implosion, la même méthode que celle utilisée pour l'engin Fat Man largué sur Nagasaki, a marqué le début de l'ère atomique et de la course de l'armement entre les États-Unis et la Russie. Seule une poignée de personnes savaient que cette photo avait été recadrée avant d'être rendue publique, et toutes ces personnes sont décédées aujourd'hui. L'une d'entre elles était le photographe original, qui a donné à l'auteur une copie de l'original à condition qu'elle soit tenue à l'écart du public, jusqu'à ce que les citoyens du monde puissent gérer les ramifications de ce qu'elle dépeint. L'auteur ne sait pas si ce critère a été respecté, mais étant donné qu'il possède probablement la dernière copie existante, il a décidé que sa responsabilité reposait sur la vérité.
Même sur des photos plus récentes, des anomalies peuvent survenir. Vous en avez déjà eu ?